À Liverpool, mais aussi à Londres, plusieurs centaines de mères se sont rassemblées hier pour observer 2 minutes de silence en mémoire du petit garçon tué il y a 15 jours par 2 gamins de 10 ans. C'est demain qu'auront lieu les obsèques de l'enfant. Le 30e salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin à Paris. Plus de 400 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 7 mars pour y voir les plus beaux produits d'élevage. Jean-Pierre Soisson, le ministre de l'Agriculture, a réaffirmé au cours de l'inauguration de ce salon que la France userait de son droit de veto pour s'opposer à l'accord CE-États-Unis sur les oléagineux lors de la reprise des discussions du GATT le 8 mars prochain. Dans le championnat de France de football de 2e division, à noter 2 succès. Dans le groupe A, Martigues a consolidé son avance en tête du classement en battant Cannes par 1-0, un but marqué par Castro sur une superbe reprise de volée. Dans le groupe B, large victoire du leader Angers, 4-1 à Lorient. Et le temps de ce dimanche, les prévisions de Sophie Levers. Le soleil pointe le bout de son nez au nord, tandis que la neige ne se lasse pas de tomber sur les reliefs. On regarde tout de suite la carte du temps prévue pour cet après-midi. Sur un large quart nord-ouest, de belles éclaircies alterneront avec quelques passages nuageux. Toutefois, des averses de pluie sont à craindre de la pointe de la Bretagne et la Normandie. Encore des chutes de neige en altitude sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Légère amélioration en Aquitaine où le ciel sera gris mais sec, ainsi que sur l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon. Ce sera du temps variable avec de fortes averses de neige fondue ou de pluie sur le Midi-Pyrénées, la Provence-Côte d'Azur et la Corse. Quant aux températures toujours aussi fraîches, elles varieront de 0 degré à Clermont-Ferrand jusqu'à 12 à Ajaccio. Et maintenant, on retrouve Michel Denisot et Télédimanche. Bon après-midi. Salut, où en est Guillaume Durand 6 mois après ses débuts à TF1? Son bilan, ses projets, l'arrêt de Toute la ville en parle, les bons scores de Durant la nuit. Va-t-il revenir au JT de 20h? C'est à partir de 13h15. Comment fonctionne Eurosport qui démarre demain? Demain, M6 fête ses 6 ans. Le PDG Jean Drucker souffle ses bougies en avant-première à Télédimanche. Visite à l'intérieur de M6 et zapping sur les programmes. M6 va bien. Dans 5 minutes, Pascale Brognaud, créatrice d'émissions dites reality show, une de plus demain à 20h40 sur TF1 qui s'appelle Témoin numéro 1. Une émission qui réactive des enquêtes judiciaires non abouties avec la participation de la justice et de la police. C'est un rendez-vous déjà controversé, donc très attendu. Première audience garantie, zapping. Au fur et à mesure de leur développement, Cathy et Eilish subissent une série de tests qui vont permettre d'étudier leur anatomie aussi précisément que possible. Elles ont chacune un cœur et des poumons, mais partagent d'autres organes vitaux. De tous les siamois séparés avec succès jusque-là, elles sont les plus sévèrement rattachées. La mort de Katie a été une chose terrible. Mais d'un autre côté, il est réconfortant de se dire que si nous n'avions pas séparé Katie et Eilish, on aurait pu les perdre toutes les deux, à cause du cœur défaillant de Katie. Déjà d'ailleurs, il neige ce soir en Savoie, en Haute-Savoie, en particulier à Val Thorens et à Megève, au-dessus de 10 000 mètres. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Être le collaborateur de Jacques Lang. Ça en dit long, ça. Fichtre. C'est un enjeu pour vous culturel, l'Europe qui se construit? Oui, je pense que c'est très important. Pour moi, c'est très important, cette question. Yeah, thank you. It's that good, my French, yes. Une lionne qui perd ses petits se retrouve en chaleur très peu de temps après. Le lion a pris sa décision. Il tuera les indésirables.
n'as pas le temps de faire autre chose, tellement tu t'amuses. Et puis tu vas avec Souchon dans les hôtels et tu t'amuses tellement que tu n'écris rien, quoi. C'est ça. Il faut apporter des démentis, non. On est des vrais mecs. On n'est pas des PD, c'est ça que tu veux dire, voilà. D'accord. Quel est votre âge? 21 ans. 21 ans. Michel Legrand vous écoute. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est toi. À mon avis, elle est accompagnée d'une camarade. Vous l'applaudissez, il va faire un saut à l'élastique en direct pour nous. Salut TF1, salut les auditeurs, à bientôt. Regardez-le. Au moins une chose est sûre, c'est que si je me casse la gueule, dimanche je serai dans le zap. Ah! Salaud! Jean-Pierre, je te hais. Tiens, regarde un peu. Georges, montre-nous le saut au ralenti sous divers angles. Jean. Ça, c'est toi. Au départ, vas-y. Et quand je te dis de sauter... Mais j'ai pas sauté encore, là. Là, tu sautes. Là. Écoute bien. Regarde ce que tu fais. Ah là là là. Ah ouais. Tu sautes, là. Ah, je tombe, là. Ouais. Ah, c'est terrible, ça. C'est une première en France. 2 tonnes de cannabis ont été saisies dans des cités HLM de la banlieue parisienne. De quoi pratiquement confectionner un pétard par francilien. Now watch his 4th shot at the par 5 15th. Avant-hier, une chaîne privée française diffusait l'intégralité du clip interdit de Madonna. C'est faux. Si Anaël International a réussi à se procurer la véritable fin du clip, regardez, ce sont des images un peu coquines, mais avec elles on a un peu l'habitude. Vous allez voir, demain matin, les embouteillages, ça va pas être triste. Hein. Allez, mon cher Alain, on vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal. Je veux, oui. D'abord, je voudrais dire que je suis pour une nouvelle limitation du cumul des mandats, mais c'est déjà nous qui l'avons cumulé. Je voudrais dire ensuite que qu'il l'avons limité. Merci de révéler mon lapsus. Ah, là, c'est pas terrible, ça. Oui, mais les lapsus... Ah, son révélateur, c'est terrible. Non. Freud dit qu'il y a des lapsus révélateurs et des lapsus non révélateurs. Bien. Alors, les faits sont... un psychanalyste demain matin. Absolument. Pascale Brognaud, directrice de l'unité magazine et documentaire à TF1, est à Télédimanche à la veille du démarrage d'une nouvelle émission très attendue, Témoin numéro 1. Bonjour Pascale, qui est présentée par Jacques Pradel. C'est une émission qui se fera en collaboration, si j'ai bien compris, avec la justice et la police. On y reviendra tout à l'heure. Avant d'entrer dans le détail de cette émission, dont le modèle, il y a des modèles qui existent déjà en Allemagne, aux États-Unis. On en verra un aux États-Unis. On va d'abord s'intéresser à vous. Vous avez beaucoup travaillé sur une chaîne de service public qui s'appelle maintenant France 2, avant de travailler sur TF1. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas une grosse différence pour moi, parce que les programmes que j'ai faits sur Antenne 2 et ceux que je fais sur TF1, je les trouve, à part l'évolution de la société française entre-temps, je les trouve assez similaires. Psycho, Sexifolie, c'était sur Antenne 2, avec Pierre Desgroupes. Ce que je fais en ce moment, les réalités shows, parce que je me suis senti bien là-dedans et que c'est ça que j'ai eu envie de faire, je fais sur TF1. Je pense que si j'étais sur Antenne 2, ce serait la même chose. Vous êtes la seule, dans tous les invités que j'ai reçus, à revendiquer l'appellation reality show, parce que, vous l'avez certainement remarqué, ces émissions marchent bien auprès du public, mais dans la profession sont souvent contestées. D'abord, je ne travaille pas pour la profession, je travaille pour le public. Je crois qu'il a identifié ce nom comme des émissions dans lesquelles des personnages s'expriment clairement, on leur donne la parole, leur expérience est mise au premier plan, et je pense que cette justesse de ton et cette vérité, ces expériences, ces gens auxquels on peut s'identifier parce qu'ils vous ressemblent, je crois que ça fait partie d'une définition qui est celle du reality show. C'est pour ça que les gens viennent. Alors on va voir un rapide portrait, il y a forcément des manques dans ce portrait, un survol de votre parcours télévisé fait par Michel Royer. Pour l'anecdote, voici l'une des toutes premières émissions produites par Pascale Brognaud. Une initiation au foot en 30 leçons de 5 minutes sur la 3 en 73. La reprise de volée est un geste technique quand même le plus difficile. Bon. Pour que votre balle ne monte pas, il faut que votre pointe du pied soit en bas. La pédagogie est toujours présente dans le travail de Pascale Brognaud, journaliste et productrice, qui développe à la fin des années 70 une nouvelle approche du documentaire. Les émissions qui portent sa griffe rajeunissent les thèmes dits de société. Elle est élue par ses pairs, homme de télé 1977. Plus tout à fait enfant et pas encore adulte, qui sont les 10-12 ans d'aujourd'hui? C'est vrai, leurs parents ne savent pas bien par quel bout les prendre, mais les enfants eux-mêmes se posent beaucoup de questions sur l'attitude que leurs parents ont envers eux. Il s'agit, dit-elle, de restituer les sensibilités d'aujourd'hui, de recueillir la parole intime des gens pour les aider à mieux comprendre leurs problèmes. Pourquoi t'étais mieux dehors que chez toi? Parce que chez moi, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas jouer, je peux pas m'amuser.
Pourquoi ça? Parce que mes parents veulent pas, puis c'est trop petit. Nommée à la tête des documentaires d'Antenne 2 en 81, elle fait décoller les secondes parties de soirée avec de tout nouveaux concepts de magazines construits comme moi-je, à la première personne du singulier, conjugués au subjectif. Moi, je suis un magazine poétique, polémique, politique, qui tire à vue sur tout ce qui bouge. Et si ça ne bouge pas assez, la télé peut encore aller plus loin. Avec Vive la crise, étape importante de l'ère médiatique, Pascal Brognaud essaye en un soir de faire évoluer les mentalités. Des ministres exceptionnels aujourd'hui à l'Élysée. Les retraites seront versées par la sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70% selon les catégories. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20%. Rassurez-vous. Rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Ce flash est un faux et ces nouvelles sont imaginaires. Mais avouez que vous avez eu peur. Parce que dans le fond, ces mesures, elles sonnent vraies. Elles donnent une idée de ce qui nous attend si la crise s'aggrave. Autre tabou que Pascal Brognaud s'empresse de faire tomber, la télé de charme. C'est elle qui introduit le premier magazine d'un genre désormais éternel. La réussite et les audaces de la femme de fer de la télé commencent à irriter et à choquer. Allez, 2 minutes 30 de ce que nous avons vu de plus beau sur les plages cet été. Sexy Folie aussi se veut pédagogique. On y trouve les conseils de Madame France. Quand je suis avec l'une, je pense à l'autre. Quand je suis avec l'autre... Et les interviews poussées de Mireille Dumas. Est-ce qu'on peut faire l'amour normalement après une expérience comme ça? Je sais pas. Déjà, est-ce que moi je fais l'amour normalement? C'est pas évident, quoi. Mais c'est Psycho qui provoque le plus gros scandale. Cette fois, la parole des gens est recueillie pour être psychanalysée. Il s'agit d'aider les gens à accoucher de leur inconscient. Pascal Brognaud invente la télé confessionnale. Ce soir, nous sommes avec Jacques et Isabelle et nous allons essayer de les accompagner dans les questions qu'ils sont en train de se poser sur leur situation d'aujourd'hui. Je crois que leur situation est devenue très difficile ces temps-ci et c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir. Le descendant direct de Psycho est aujourd'hui diffusé en prime time sur la chaîne la plus regardée. L'étape suivante, c'est perdu de vue et la télé s'occupe désormais, malgré les critiques, malgré les larmes, de résoudre les problèmes les plus douloureux des gens. Oui. Voilà, nous allons donc vous laisser se retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien. Oui. Hein, on attend 2 minutes. Et je vais vous proposer tout de suite un nouveau point avec SVP, avant quelques publicités. Alors, témoin numéro 1 qui commence demain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une émission sur les crimes, sur la justice et sur la solidarité. C'est une émission dans laquelle des juges d'instruction vont venir sur le plateau pour essayer de trouver des indices sur les affaires qui les occupent. Il s'agit naturellement d'affaires qui ne sont pas classées mais qui sont en panne, parfois depuis 2 ou 3 ans. Et ils vont nous dire où en est leur enquête, ce qu'ils ont eux comme indice, comme piste, et ce qu'ils recherchent comme indice. Naturellement, l'émission n'est pas que ça, puisqu'il s'agit de sujets que nous avons reconstitués. Nous faisons des petits films qui racontent les affaires en cours, qui racontent ces affaires sur lesquelles... Ces films sont faits avec des figurants? Ce sont des comédiens. Hein. Les films sont faits avec des comédiens. Et sur le plateau, il y aura aussi des témoins. Et donc, nous espérons que les téléspectateurs vont collaborer à ces enquêtes en donnant des renseignements. Je pense que la plupart des gens qui ne témoignent pas dans les affaires judiciaires, c'est simplement qu'ils ne savent pas que leur témoignage peut avoir une importance décisive pour la suite de l'affaire. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas collaborer avec la justice, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients d'avoir d'avoir repéré un détail qui peut par contre être très utile à la justice. Donc c'est ça que nous allons essayer de faire avec le ministère de la Justice et puis la police et la gendarmerie. Alors vous y avez bien sûr pensé bien avant moi, il y a quand même des risques dans ce genre d'appel à témoins, c'est la délation. Ouais, on ne va pas faire un fromage de la délation depuis... Bah, c'est pas rien quand même. Oui, mais c'est pas rien, mais regardez l'émission, il n'y a aucune possibilité de délation dans cette émission. C'est une émission, les gens qui vont téléphoner, les appels seront recueillis à un standard et vont être remis au juge et vont rester dans le secret de l'instruction. C'est une émission quand même à haut risque que vous faites là. Non, je crois que c'est une émission qui... c'est pas une émission qu'on aurait pu faire sous l'occupation quand même.
Non, mais la société française a pas mal changé depuis l'occupation. Et puis, oui, heureusement. Et c'est vrai que depuis 3 ans, la société a beaucoup... Enfin, la télévision et la société ont changé. C'est-à-dire que le rôle de la télévision a énormément changé. Moi, quand je faisais des documentaires, notre objectif, c'était de rendre ce qu'on voyait et ce qu'on filmait de la façon, je dirais, la plus juste, la plus véridique possible. C'est-à-dire qu'on était un miroir. Puis après est venu le moment, il y a quelques années, où, et en particulier dans les concepts pour lesquels je suis partie prenante, c'était Psycho, c'était L'amour en danger, Mea culpa. Là, on a envie, et pareil d'ailleurs pour Perdu de vue, on a envie non pas simplement de regarder des choses se faire, on n'a pas envie de les filmer, on a envie que la télévision soit partie prenante de la transformation de la situation qu'on amène. On a envie d'être des partenaires dans la vie sociale et je pense que là, dans cette émission-ci, je pense qu'une première, qu'une institution aussi indispensable, décisive, importante que la justice fasse appel à la télévision pour faire correctement son travail. Donc on est dans une autre étape. Nous sommes en train de devenir, la télévision dans son ensemble, un rouage essentiel de la vie sociale. Et je trouve que c'est formidable parce que c'est un vrai emploi intelligent, riche, moral, je trouve que c'est bien. Alors, il y a des émissions qui sont certainement pas exactement comme sera Témoin numéro 1, mais qui sont un peu dans le même esprit. Il y a Dossier XY en Allemagne, je pense que vous avez vu tout ça. Et il y en a une aux États-Unis qui s'appelle America's Most Wanted, qui est diffusée sur la Fox. Et on va voir l'enquête qui a été faite à New York sur cette émission par notre correspondante Laurence Haïm. Washington, capitale des États-Unis. Dans ce pays, la violence est quotidienne. 25 000 meurtres par an, 3 crimes sur 10 jamais élucidés, 3 fois plus d'assassinats qu'en Europe. Pour aider le citoyen à une arme, la télévision, l'appel aux témoins et la délation avec chaque vendredi soir America's Most Wanted. Cas le plus célèbre, Jenny, 11 ans, disparue à la sortie de l'école. Reportage dans tous les journaux et une famille désespérée appelant à l'aide l'équipe d'America's Most Wanted. 12 heures plus tard, effrayé par la télévision, le kidnappeur relâche Jenny, la caméra témoin du bonheur. 5 millions de téléspectateurs appelés ensuite à identifier le suspect et comme pour 206 autres criminels, la télévision permet de le capturer. Dans les bureaux de l'émission, on affiche les dernières arrestations et les meurtriers sont décryptés par des journalistes spécialistes du portrait robot. Dans cette rédaction du crime, 3 reportages sont produits par semaine, chacun fait par un dessinateur, un enquêteur, un réalisateur, mais aussi un producteur avide de compléter le tableau des captures. Au hit parade, 206 meurtriers arrêtés et la liste d'attente des criminels les plus recherchés des États-Unis close depuis longtemps. Attention, ici, tout n'est qu'information. The least sensational shows on television, we show very little of the crime itself. We don't use blood packs like they use in the movies. You watch any movie that's out now and it's going to be much, much, much more sensational than what we do. But you don't do movie, you're a journalist, you do report. But when we do, the reason people charge us with sensationalism is because we're reenacting crimes. We're using the tools of a movie to tell a story. Mais pour les violeurs d'enfants, l'émission dépasse souvent la fiction pour mieux raconter l'horreur. Photos du coupable diffusées dès les premières minutes, témoignage de l'enfant, pudeur oblige, visage masqué, mais visite médicale sous l'œil mécanique d'une caméra à la recherche de réalité. We're going to put this sheet over you, and I want you to lay back. I understand it. This person that lived next door to you touched you where you didn't want to be touched. Is that right? Yeah. A heartbeat. Enfin, le malheur d'une maman tournée pour mieux toucher le public. There, from what he says, there was fondling. When somebody comes along and breaks that, may it be by fondling, may it be by hitting them, sexually abusing them, mentally abusing them. That's like taking a piece of your heart. You can't replace. That will never come back. Merci à cette maman et à cet enfant qui nous ont ouvert leur cœur, dit John Wash, animateur vedette de l'émission. N'hésitez pas, Martinez est dangereux, c'est un violeur d'enfants. Appelez s'il vous plaît notre numéro vert du crime si vous savez où il est, car ensemble nous l'aurons.
L'inventeur de la formule, c'est donc lui, John Wash. Hors caméra, il nous confie sa tragédie. Son petit garçon assassiné il y a 10 ans, sa vie brisée. Ce promoteur immobilier s'est alors reconverti dans la télévision pour mieux retrouver les assassins, mais aussi aider les victimes. Television is a very powerful medium, the most powerful medium. It's a great medium for me to get my message across. And I think that I've learned a lot about television, and I'm trying something that 5 years ago people said couldn't happen. No one would watch America's Most Wanted. It was too tough to watch, and that never could there be a show that would provide public service in prime time. No one would watch it. We're a very popular show. We've been on for 5 years, and I think we provide a public service. On est loin de Témoin numéro 1, là? Je crois qu'on est très loin, oui. Très loin, c'est vrai que c'est une émission qui est très choquante pour nous. Parce que dénoncer des gens, montrer des portraits robots, c'est des choses que nous ne ferons nous jamais. Et c'est vraiment une chasse à la personne qui est organisée là. Alors, 2 dernières questions qui concernent la télévision dans son ensemble. La multiplicité des reality shows, est-ce que ça correspond à un échec actuel des programmes de divertissement? Parce que les reality shows arrivent en remplacement d'émissions de divertissement de plus en plus. C'est vrai, oui. Mais d'abord, c'est vrai que les émissions de divertissement n'ont pas fait grand-chose pour se renouveler. Je crois que ça ne suffit pas de voir un défilé d'invités, même très brillants, parce qu'il y a trop d'émissions et qu'on se bat pour avoir les mêmes. Donc c'est peut-être dans la scénarisation d'émissions de divertissement, il faut se fatiguer un petit peu plus pour faire des émissions de divertissement qui marchent. Ça, c'est la première chose. Je pense aussi que les reality shows donnent aux gens le sentiment que la télévision est faite avec eux. Et enfin, moi, dans tous les exemples que j'ai, je vois que les gens considèrent qu'ils doivent témoigner à l'antenne, qu'ils doivent être présents à l'antenne, parce que finalement, la télévision, c'est la mémoire d'aujourd'hui. C'est la mémoire de notre époque où on enregistre beaucoup de choses, et les gens se regardent, et ils ont le sentiment que leur parole à eux, c'est aussi quelque chose d'important. Ils ont le droit à témoigner, ils ont le droit de faire partie de l'histoire, de faire partie de ce grand récit de l'histoire contemporaine qu'est la télévision. C'est pour ça qu'ils y viennent. Est-ce que les témoins sont payés? Jamais. Aucun témoin n'est payé. Merci. Dans 15 minutes, Guillaume Durand et tout de suite Jean Drucker, patron de M6, qui fête ses 6 ans. Jean Drucker se définit comme l'enfant de l'ENA et de la Cinémathèque. Jean Drucker, PDG fondateur de M6, fait carrière dans l'audiovisuel depuis 1970. Bonjour. Bonjour. L'ORTF, la SFP, puis le privé avec la CLT, RTL et enfin M6. Pour un énarque, est-ce qu'on fait carrière dans l'audiovisuel comme on fait carrière dans l'administration? Non, pas du tout d'ailleurs. Quand j'ai commencé, parce que j'ai maintenant 21 ans d'heures de vol dans le métier, puisque j'ai commencé en 71, presque 22 ans. À l'époque, c'était pas du tout à la mode. Je me rappelle très bien que mes amis à qui je disais je vais aller faire de la télévision m'ont dit, enfin, à l'époque l'ORTF, m'ont dit mais tu as complètement piqué, qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce truc qui ne marchera jamais? Bon, donc pour un ENA, faire de la télé à l'époque, c'était très mal vu, très à la mode aujourd'hui. Alors demain, 1er mars, M6 fête ses 6 ans, est-ce qu'il va y avoir une grande fête? Non, il ne va pas y avoir de grande fête, car je pense que l'époque, le moment n'est pas aux grandes fêtes. On va se réjouir très fort, parce que c'est quand même agréable d'être là, après 6 ans de bagarre, mais on ne fera pas de grande fête. Alors je vous propose quand même, on va vous apporter un gâteau avec 6 bougies, vous allez souffler avec 24 heures d'avance dans Télédimanche. Je pense que demain vous le ferez quand même avec votre équipe. Voilà les 6 ans de M6. Ça c'est vraiment gentil. Voilà. Alors nous avons enfermé Véronique Jacquinet, qui est une ancienne d'M6, qui est à Culture Pub, comme vous le savez. Nous avons enfermé chez elle toute une journée avec interdiction de zapper. Elle a passé 24 heures à regarder vos programmes. Oh non, déjà 7h moins le quart. Attends, il commence par quoi la M6 là? Ah, ça je connais. Oh bah je peux me redormir 5 petites minutes. Oh Madonna, 9h, j'ai raté Contact 6 Manager. Ah, les news. Elle est là depuis le début d'M6, hein, Serge Molitor, il paraît. Ce matin sur le réseau ferroviaire à la suite de manifestations d'agriculteurs. 9h05, j'écoute M6 Boutique, sous la douche. Faut dire que pour noter les numéros de téléphone, c'est pas franchement pratique. Bonjour. En forme ce matin? Mais ça va, ouais. Alors vous allez nous rappeler ce qu'est le TDR. Voilà. Avec cet autre accessoire, vous fabriquez ça c'est super. Faut que j'en achète un. Et là encore, le maniement est d'une grande simplicité. 10h, ça y est, je suis prête. Ah, encore des clés. Je sais où l'amour se lave en toi, mon Seigneur. Je sais. Ah, ça pour passer l'aspirateur, c'est génial, les clés.
quel livre? Midi moins le quart, d'après le programme, c'est la fin du docteur Marcus Welby. Ah, c'est la première série américaine de la journée. Il paraît que ça fait 15% de part de marché. C'est-à-dire que c'est un des feuilletons qui marche le mieux sur M6. Bon, d'après mon programme, si je regarde, eh ben, il reste encore 6 séries à regarder. Dans un instant, Papa Schultz. Ah, génial, mon feuilleton culte! Midi et demi, la petite maison dans la prairie qui entame, je crois, la 4e diffusion du bloc de 117 épisodes, écrit, joué et réalisé par feu Michael London, qui est entré sur M6 et dès le premier jour d'M6, c'est-à-dire le 1er mars 87. Bon, faut que je mange, moi. Voilà. Me voilà revenu pour la fin de Destination Musique, c'est-à-dire 2h30 de clip. Et tout de suite après, vous retrouverez le multitop présenté par les jumeaux Hervé et Yves Noël. Moi, je vous dis. Et une autre petite demi-heure de clip. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, Hervé, tu me sembles d'humeur chafouine aujourd'hui. Ce lundi 22 février, t'as marqué d'une pierre noire. Mais pourquoi? Oh, faut pas exagérer, hein. Un téléphone. Allô? Ah, maman, excuse-moi, je suis en train de bosser, là. Et au fait, tu connaîtrais pas la série franco-canadienne d'M6? Les Talons Noirs, ça s'appelle. Bon, bah tant pis, salut. 7h moins le quart, fin du 5e feuilleton de la journée, Equalizer, c'est allemand, je crois. Ah, voilà un de mes préférés. Les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin. Interprétée par Karl Malden. Michael Douglas. Ça aussi, maintenant, c'est un feuilleton culte. Ah, 8h moins 6, le fameux 6 minutes. Adieu à Jean Le Canuet. Le sénateur maire de Rouen est mort la nuit dernière à 73 ans, des suites d'une longue et cruelle maladie. 20h. Ah, ça, c'est mon bonheur depuis 4 ans. Le Cosby Show. À cette heure-là, il paraît qu'M6 est au 3e rang des chaînes nationales en audimat. Là, elle finit de diffuser la 8e saison de la série et elle réattaquera au tout premier épisode le 1er mars prochain. Ça, c'est Ciné 6. Ah bah, ça veut dire qu'il va y avoir du cinéma, hein. Bonsoir, le 3 mars prochain sortira sur les écrans le nouveau film interprété par Madonna, Body of Evidence. Ah, qu'est-ce que je vous disais, ce soir sur M6, c'est la soirée ciné avec 2 films. Pas des téléfilms, hein, des films. Bon, d'accord, Willow, c'est peut-être pas la première diffusion, mais celui de la 2e séance, Tiger Joe, c'est un inédit en France. Oui, oui. Bon, voyons ce qu'il y a après Culture Pub. C'est génial, mais j'ai déjà vu hier. Puis c'est tard, hein, minuit et demi. Jazz 6, ça aussi je l'ai vu. Culture Rock, c'est la saga des Clash, elle est passée vendredi. Et après, c'est que des docus jusqu'à 4h du mat. Bon, on arrête là, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors en quoi M6 est-elle différente des autres chaînes généralistes? Est-ce vraiment une chaîne généraliste ou est-ce une chaîne vraiment différente? Oui, je dirais les deux. Généraliste parce qu'on y trouve à peu près tous les genres de programmes qu'on trouve sur toutes les chaînes. On trouve de la musique, de l'information, du cinéma, des téléfilms. Et maintenant du sport. Bon. Mais différente parce que comme on avait fait l'analyse qu'il était impossible de s'attaquer frontalement aux grands anciens, on a cherché une voie un peu, non pas marginale, mais un peu parallèle pour frayer notre petit chemin. Moi j'avais une image pour dire ça, je disais qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller sur l'autoroute parce qu'on se ferait écraser, que si on allait trop loin, on tomberait dans le fossé, alors il fallait qu'on vive notre vie sur la piste cyclable. Donc on est complémentaires, nous sommes à côté des grands, et on essaie de cultiver, sans tomber dans l'exotisme et la marginalité, une certaine différence. Ça, vous avez joué sur ce registre pendant 6 ans, mais aujourd'hui ça change parce que les chiffres montrent que vous ne faites plus partie des petits. Oui, mais alors ce qui va changer, ce qui doit changer, ce qui est en train de changer, mais qui doit absolument changer, ça n'est pas la stratégie, parce que je crois que la pire des folies pour la 6 serait de croire que c'est arrivé et tout d'un coup de se prendre pour un nouveau TF1 ou un nouveau France 2. Il faut garder cette stratégie de différence et de complémentarité. En revanche, il faut donner à la chaîne les quelques kilos de muscles qui lui manquent. Parce qu'on C'est-à-dire ? Eh bien, il faut développer, alors ça, on y va à fond, il faut développer la fiction française originale de façon à se désengager le plus possible de la dépendance de l'américain, ce qu'on vient de voir. Bon, il faut créer des nouveaux magazines, on commence, on crée un magazine, en plus de ceux qui existent naturellement, on va créer un magazine économique qui démarre dans 8 jours, qui s'appelle Capital. Nous allons créer un magazine d'information qui s'appelle Zone Interdite, qui va présenter Patrick de Carolis, d'autres projets. Bref, il faut changer de braquet sans changer de stratégie.
Est-ce que c'est une chaîne qui gagne de l'argent aujourd'hui? Oui, c'est une chaîne qui, après avoir perdu de l'argent, c'est-à-dire investi, très exactement 1,2 milliard de francs en 5 ans, gagne de l'argent depuis 1992. Nous allons gagner à peu près 100 millions de francs. Vous avez le nez sur les résultats du Mediamat tous les jours? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, ça c'est une contrainte, c'est une contingence très lourde. Le problème, c'est d'essayer de vivre le mieux possible avec ça, c'est-à-dire à la fois en tenir compte, car nous ne vivons que de la publicité, à la différence d'autres qui ont aussi l'art de vente, et de ne pas France 2, France 3. France 2, France 3, et de ne pas être totalement aliéné par cet audimat, et de prendre de temps en temps des risques calculés d'audience. C'est ce qu'on fait par exemple sur les magazines ou sur la musique. Alors voyage à l'intérieur d'M6 en poussant un petit peu les portes avec Alan Rothschild. Métropole Télévision, surnom M6, siège social 16 cours Albert Ier en bord de Seine. Cette chaîne privée a été lancée en 1987 et ne vit que de la publicité. Sa part d'audience nationale, 12% de la population française, elle emploie 230 personnes pour une diffusion 24 heures sur 24. Vous faites quoi, monsieur? Je suis directeur des programmes d'M6. Et en quoi consiste la grille de programmation d'M6? La grille de programmation d'M6, c'est offrir une alternative au public, ne pas concurrencer les autres chaînes sur leur terrain. Vous faites quoi, M6? Je dirige l'unité musique et divertissement, 30% de l'antenne, plus de 8 heures par jour, 100 clips par jour également, et 10 émissions musicales. Vous faites quoi, monsieur? Je suis responsable de la programmation musicale de la chaîne. Et décrivez-moi la programmation musicale de cette chaîne. On la souhaite la plus variée, avec un chiffre important, c'est 70%, parce qu'on programme 70% de clips français et 70% de nouveautés. Bilan de 6 ans d'M6 en 6 étages. J'aurais préféré d'abord qu'on prenne les étages dans le sens de la montée que dans le sens de la descente. Eh bien, je suis directeur des études à la régie publicitaire de M6 et je mets en place toute l'argumentation pour montrer aux annonceurs que nous sommes une bonne chaîne. Argument utilisé pour vendre la pub sur M6? Nous sommes la 3e chaîne sur les 15-49 ans. Je préfère être dans le sens de la montée que dans le sens de la descente dans l'ascenseur. Nous changeons de slogan au bout de 6 ans. On s'appelait la petite chaîne qui monte. Maintenant, notre slogan, ça va être « Souriez, vous êtes sur M6 ». Ben, en 6 ans, on a trouvé le sourire. Et donc, on est content. Il y a 6 ans, il y avait la télé dans l'ascenseur? Non, il n'y avait qu'un ascenseur et on n'a que 2 étages. Aujourd'hui, on a l'immeuble. Vous voyez le progrès. Et derrière cette porte, il y a quoi? Le PDG Jean Drucker en réunion stratégique avec tous les directeurs. On a eu Mitterrand au 19-20. Il paraît que les chiffres d'audience de dimanche dernier n'ont pas été fameux. Les 2 studios d'M6 sont installés à 300 mètres du siège dans les locaux d'RTL. C'est pas franchement pratique. Mais la compagnie luxembourgeoise de télévision détient 25% d'M6, alors il faut faire avec. Il y a le minuscule studio de l'info, qui fait 1, 2, 3, 12 mètres carrés. Le Canuet, leader historique des centristes. La seule régie de la chaîne et... l'unique, le modeste studio des magazines qui fait 13 x 10, 130 mètres carrés. Un décor minimaliste. Quant à eux, ils réfléchissent à la réalisation dans ce même studio du prochain magazine d'information mensuel de la chaîne. Première diffusion prévue le dimanche 7 mars, 20h30. Et tu mets une caméra en l'air ou pas? Non, on n'a pas assez de plafond. Regarde. On n'a pas de hauteur. Regarde. Tu touches presque les projecteurs, ça, déjà. C'est bas de plafond. Parce que je suis 130 mètres carrés. Pas formidable, ça, 130 mètres carrés? 130 mètres carrés, c'est bon ou pas? C'est immense. C'est immense. C'est immense, 130 mètres carrés pour l'imagination. Est-ce que vous diversifiez vos activités maintenant que vous êtes riche? Oui, alors on va prendre un certain nombre d'initiatives, on a déjà commencé. La première, très importante, consiste à créer une chaîne pour le câble de séries qui va s'appeler Série Club, qui démarre le 8 mars, et qui est la première vraie initiative importante de diversification de la 6, parce que on ne peut pas rester comme ça, sans grain à moudre. Il faut avoir des idées, il faut progresser, faire des choses. Quelles sont les qualités essentielles pour être PDG d'une chaîne? Je crois qu'il faut savoir très bien gérer son adrénaline personnelle et qu'il faut avoir de modestes qualités de gestionnaire. Je crois que c'est pas ça le plus important.
un certain sens du public et un fort goût pour la psychothérapie individuelle et collective. Surtout à la 6, où les gens ont subi un stress. Nos métiers sont des métiers de stress, mais ont subi un stress pendant 5 ans quand même particulièrement rude, la chaîne en trop, etc. Et par conséquent, il faut que le patron ait les nerfs solides. Jean Drucker, des nouvelles de votre famille. Comment va votre frère Jacques? Écoutez, je vous remercie de prendre de ces nouvelles. Mon frère Jacques va très bien. Mon frère Jacques va très bien. Il est, comme vous savez, vous, mais le public l'ignore. D'abord, c'est le crack de la famille. Il faut quand même dire. Michel, votre autre frère, dit que c'est lui qui a le mieux réussi. Oui, et bien Michel a raison, parce qu'il est professeur agrégé de médecine au CHU de Tours. Il vient de prendre, à la demande de Bernard Kouchner, des responsabilités très importantes dans le domaine de la santé publique en France. C'est un spécialiste de l'épidémiologie. Nous sommes, Michel et moi, très fiers de lui. Merci Jean Drucker. Dans un instant, Guillaume Durand et tout de suite les dernières nouvelles du paysage audiovisuel avec Marc Olivier. Il y a 15 jours, je vous disais que France 2 était à la recherche d'une idée pour remplacer l'émission de William Lémergie Score à battre, qui s'est arrêtée vendredi. Et bien pour l'instant, la chaîne est en panne de concept. Alors elle a décidé, en attendant, de prolonger dès demain l'émission Giga d'une demi-heure. Giga qui récupère pour le coup un animateur, ce sera Manuel Gélin, le fils de Daniel Gélin. Les zappeurs de Canal+ sont 5 pour regarder 6 chaînes. Ils seront très bientôt 6 car le zapping va suivre l'évolution du PAF en intégrant très prochainement les programmes du câble et du satellite. Et puis Canal+ s'installe à Cannes cette année encore pour le festival. Tous les soirs, Nulle part ailleurs et le Journal du cinéma se feront de là-bas. Et pour la première fois, Canal+ retransmettra en direct et en exclusivité les cérémonies d'ouverture et de fermeture du festival. Dimanche 21 mars, si vous zappez à partir de 19h30 de France 2 à France 3 et que vous avez exactement la même image sur votre télé, ne touchez à rien, c'est normal. Les deux chaînes ont décidé de commencer ensemble la soirée électorale. C'est une première. Ce programme commun sera présenté par Paul Amar et par Élise Lucet. Et à 20h15, France 2 et France 3 poursuivront chacune de leur côté la soirée. Et puis il y a des titres d'émissions qui sont vraiment dans l'air du temps. C'est le cas de Grandeur Nature. En 2 mois, 3 chaînes ont voulu l'utiliser. M6, Canal+ et France 3. Grandeur Nature sera finalement le titre d'une nouvelle émission de M6 sur l'environnement. Voilà, restez sur Canal. Dans un instant, Guillaume Durand sera l'invité de Michel Denisot dans Télé Dimanche. Guillaume Durand est l'enfant terrible de TF1, l'inclassable. Avec lui, nous allons faire un premier bilan et voir les perspectives après 6 mois d'activité de Guillaume sur TF1. Alors Guillaume, quels sont les plus? Bonjour, et quels sont les plus, quels sont les moins de vos 6 mois? Oh, le plus, c'est évidemment Mitterrand. On en est toujours à la case départ, le plus c'est Mitterrand. Le moins, c'est que pour l'instant, il faudrait que j'arrive à trouver une vraie place. Pas moi, un type qui cherche un emploi, parce que ça, ce serait sordide, voire vulgaire, mais une vraie place, parce que c'est vrai que ma spécialité, entre guillemets, c'est plutôt de fabriquer les débats, et qu'actuellement en France, plus personne ne veut débattre de rien. C'est pas d'ailleurs mon problème simple, c'est celui aussi d'Anne, qui est Sinclair, qui a été obligé d'annuler son émission récemment, pas à cause d'elle, mais faute de combattants. Alors comment vous expliquez ça? Donc les politiques ne veulent plus débattre, les artistes les plus populaires qui ont le plus de succès maintenant viennent de moins en moins dans les 20h30 à 1 ou 2 exceptions près. Pourquoi? Il y a plusieurs choses. D'abord, je crois que les artistes, il faut à la fois leur faire nos excuses et en même temps leur dire l'envie qu'on a qu'ils reviennent à la télévision. Leur faire nos excuses, je veux dire, moi, vous et tout le monde, c'est qu'il faut leur dire effectivement qu'on les a beaucoup utilisés et leur dire la vérité, parce qu'ils représentent un potentiel d'audience considérable. Parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils ont du talent, et parce qu'on les aime aussi. Et que c'est vrai qu'on les a un peu trop tous utilisés sans franchement leur dire qu'on les utilisait. Donc ils en ont un petit peu marre qu'on les utilise, et de ce point de vue-là, je les comprends. Ce qu'on peut leur dire quand même aussi, c'est que la télévision, c'est, qu'on le veuille ou non, le média de communication numéro 1 dans le monde, et qu'on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain, et que c'est aussi profitable pour eux de venir à la télévision que pour les gens qui les regardent et qui les aiment, car le public les aime. Donc il y a actuellement une espèce de phase avec eux qui est un peu délicate. Et c'est pour ça qu'ils en ont marre d'aller systématiquement dans les émissions qu'on fait tous, sans qu'ils aient forcément quelque chose à dire. Et ils continuent d'aller dans certaines émissions, mais qui sont moins des 20h30. Oui, mais ils préfèrent aller chez Field ou chez Pivot, ce que je comprends, parce que là, ils y vont pour exprimer ou pour, j'allais dire, parler de leur travail. Ce qui est fondamental quand même, parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont populaires et célèbres. Donc moi, je les comprends très très bien qu'ils aillent. Mais il ne faut pas qu'ils n'aillent que là, parce qu'autrement, c'est pas contre Field et contre Pivot, mais on risque de retomber dans une télévision académique d'avant la télévision un peu échevelée de la privatisation, c'est-à-dire de la télévision de la promo, quoi. C'est-à-dire qu'on ferait la télévision où Letty vient parler de son disque, il vient parler de son livre, les hommes politiques viennent de parler de leur ministère, nous on vient parler de télé, et tout ça tourne en rond et tout le monde se barbe. Mais le mélange des genres, comme vous faites dans Durant la nuit, vous faites appel à des artistes pour donner des points de vue sur des choses qui ne concernent pas forcément leur métier, est-ce que là non plus, c'est pas trop les utiliser?
Bien sûr. Si je le dis, c'est aussi pour m'auto-flageller. Moi, j'ai pas peur de ce genre de choses. Mais je le dis, mais je pense aussi que le pire de la politique, c'est que ça devienne comme le golf, c'est-à-dire le sport dont tout le monde parle, mais que personne pratique. Vous voyez ce que je veux dire? La politique, c'est quelques pratiquants. Il y a quelques pratiquants, mais je veux dire, la politique, c'est quand même l'acte essentiel de la vie sociale. Et les émissions politiques ne marchent pas très bien et plus personne ne veut y venir. Il faut non pas les dénaturer, trop de mélange des genres c'est mauvais, mais il ne faut pas que ça devienne un ghetto non plus. Moi je déplore qu'actuellement dans la campagne électorale, puisque c'était la deuxième partie de votre question, personne ne vienne parler. Giscard Chirac, depuis le temps qu'il se regarde en chien de faïence, il n'y en a pas un qui est prêt à accepter, à venir s'expliquer avec l'autre à la télévision devant les Français. La presse écrite parle de ça avec talent depuis des années, eux ils ne parlent pas. Mais donc si vous ne pouvez pas... Oui mais c'est pareil pour la gauche si vous voulez. Personne ne veut débattre. Le dernier qui a voulu débattre c'est le président de la République, je parle des sujets forts, c'est le président de la République avec Seguin sur un problème important qui était l'Europe. C'est pas à cause de moi, hein, c'est à cause du problème qui est important. Là, on va, je veux dire, les gens vont voter pour aller confirmer les sondages. Alors, on vient à votre actualité. Donc, il y a eu cette semaine l'arrêt de Toute la ville en parle sur TF1, émission que vous avez présentée, produite, puis vous n'avez plus présentée. Quel était votre rôle dans l'émission ces derniers temps? Est-ce que vous étiez encore concerné? Ah bah bien sûr, puisque j'allais évidemment aux enregistrements. J'en étais le coproducteur avec Jacques. Moi, Marouani, pardon. Bon... Le problème, c'est que c'était une émission qui se voulait être une émission populaire, ça on va peut-être en parler, du samedi soir avec de gros moyens pour qu'il y ait une qualité d'image, notamment pour les artistes et de réalisation qui soit formidable, et que par rapport à ce budget-là, il aurait fallu obtenir une audience considérable. Or là, on a obtenu une audience qui était plutôt la meilleure, je veux dire qu'on n'a jamais été battu, mais ça ne suffisait pas. Et donc TF1 a décidé d'arrêter cette émission, ce qu'évidemment je déplore. Maintenant, moi, à titre personnel, c'est vrai que je l'ai présenté, puis après, comme c'était pas tout à fait mon truc, j'ai pensé qu'il fallait laisser la place aux autres. Et maintenant, on arrête. Alors, enquête sur ce parcours de Toute la ville en parle par Daniel Wolfram, chiffre en main. À lui seul, le vaisseau spatial du générique était tout un programme. Il illustrait parfaitement l'ambition et la démesure de l'émission. Car c'était bien cela, Toute la ville en parle, un spectacle babylonien mêlant tout, concerts de rock, défis sportifs ou technologiques, classiques interviews de vedettes. Les deux premières émissions avaient été présentées par Guillaume Durand. Alexandre Debanne prit la suite. 5 numéros mensuels et une lente érosion de l'audience. Un saut sous la barrière fatidique des 40% de part de marché, le chiffre au-dessous duquel, à cette heure-là, TF1 est assuré de perdre de l'argent. 3 indications. Quand l'an dernier, en octobre, Guillaume Durand prit en charge l'émission, Toute la ville en parle faisait 36% de part de marché. C'était déjà insuffisant et la tendance allait s'aggraver par la suite. 32% avec Alexandre Debanne pour finir samedi 20 février à 30% de part de marché. Le coup de grâce, pour la première fois en ce samedi soir à 20h30, TF1 se faisait battre par France 3 et son téléfilm. C'est toujours aussi génial. Exit donc, Toute la ville en parle. Explication de Dominique Cancien, directrice artistique de TF1. L'émission Toute la ville en parle s'arrête, mais ça fait partie d'une sorte, non pas de stratégie d'arrêt d'émission, mais on a pris à la fois un risque et une décision sur cette chaîne qui est de tester, j'ai envie de dire, grandeur nature les émissions du samedi soir, de voir si les téléspectateurs y adhèrent. S'ils y adhèrent, on continue. S'ils n'y adhèrent pas, on les arrête. À la limite, je trouve que c'est assez courageux et que c'est même assez sain. C'est dire aux gens, voilà, on a pensé à ça, ça vous plaît, on continue, ça vous plaît pas, on arrête. Alors ça peut avoir un côté cruel, mais en même temps, des moments où les données sont sues d'avance, pourquoi pas, c'est une loi comme une autre. Mauvais pressentiment ou pas, c'est à cette loi que Guillaume Durand craignait d'être soumis dès l'origine. C'était le 3 octobre dernier, lors des toutes premières répétitions. Et maintenant, on a le choix entre réussir tout de suite et réussir tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, à la télévision, vous pouviez faire une émission pendant un an, puis au bout d'un an, vous dites, il faut la corriger un petit peu, vous avez une autre année pour la corriger. Maintenant, on a le choix entre le dimanche et le lundi, quoi, pour réussir. Donc vous n'avez pratiquement pas droit à l'erreur sur cette émission-là? Non. L'homme à la veste en daim qui encourageait Guillaume Durand s'appelle Jacques Marouani, producteur de l'émission. Il savait lui aussi qu'il était sur la corde raide et définissait ainsi ses ambitions. On a un budget sur cette émission qui est de 4 millions de francs, ce qui est certainement le plus gros budget de la télévision française pour faire une variété. Votre but, qu'est-ce que c'est en fait? Durer, faire des émissions nouvelles et
que les gens qui nous achètent les émissions soient heureux et qu'on fasse du sondage, que ce soit nouveau. On essaye de faire une nouvelle télévision. Et dans l'esprit de leur auteur, c'était donc cela, la nouvelle télévision. Un gigantesque spectacle. Le Zénith, une scène de 60 mètres de long, grandeur nature pour des musiciens à l'aise chez eux. C'était aussi ce côté Barnum, des défis lancés, des paris pris par les célébrités qui devaient reléguer au magasin des accessoires les variétés pépères du samedi soir. Mais le public n'a pas suivi. Dérouté peut-être par la démesure. La question demeure donc lancinante pour TF1, que faire ? On vit une période assez floue, je trouve, au niveau des programmes de 20h30, ce qui fait que bon, le public n'a pas très envie de voir ce genre de choses. On ne va pas s'acharner, je veux dire, ce serait ridicule, ce serait vouloir dire, ou plutôt ce serait faire de la télé pour sans tenir compte des goûts des gens. C'est idiot, on est une entreprise de séduction, donc où on séduit et tout va bien, où on ne séduit pas et au revoir. Commentaire ? Moi, je pense que ce n'est pas le cas simplement, toute la ville en parle. Il y a au moins une dizaine d'émissions qui ont été essayées le samedi soir sur TF1, parce que là on parle que de TF1, et sur Antenne 2, et qui ont été arrêtées. D'ailleurs, celle d'Antenne 2 marchait beaucoup moins bien que celle de TF1, puisqu'en faisant toute la ville en parle, on a quand même contribué. Il y a un vrai problème des 20h30, des émissions de divertissement de 20h30. On a par exemple énormément parlé de la nuit des héros. À un moment, on allait être envahi. Quand on a fait toute la ville en parle, ça a eu, je ne sais pas si ça a eu ce mérite ou pas, mais ça a au moins tué la nuit des héros dans un premier temps. Alors après, bon, c'est pas suffisant. Moi, je suis pas... ce que je trouve dramatique actuellement, je veux dire, dans le métier qu'on fait, c'est qu'on est là, effectivement, comme le dit Dominique, pour essayer de proposer des choses aux gens. De temps en temps, on se plante, de temps en temps, ça marche. Mais alors que tout ça prenne un côté catastrophique, philosophie allemande, ouh, tout le monde meurt, et lui est en forme, il est up, il est down, ça devient dingo, quoi. Il faut qu'on fasse notre job. Quand ça marche pas, puis c'est tout. Vous avez une idée de 20h30 aujourd'hui ? Oui. Pour TF1 Je veux dire deux choses. La première, c'est que pour TF1, bien sûr, et peut-être pour d'autres, et j'en ai parlé d'ailleurs avec De Greff en rentrant ici il y a 5 secondes, donc vous voyez, boum boum, pourquoi pas Canal+. Et puis la deuxième chose, c'est... 20h30, il y a des films. Comment ? 20h30, il y a des films. Ça dépend. Et tout à l'heure, en parle, il paraît que ça plaisait beaucoup à Rousselet. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit que c'était une émission de variété qui renouvelait le genre. Je crois que maintenant, le problème, c'est qu'il faut renouveler le genre et passer la barre des 50%, c'est beaucoup. Parce que quand vous pensez... Ça, c'est toute chaîne confondue, enfin chaîne nationale, que maintenant, pour faire une émission de télévision et que pour qu'elle dure, il faut que dans toutes les villes de France, il y ait la moitié de la rue qui vous regarde, c'est pas de la tarte. Est-ce que, durant la nuit que vous présentez maintenant chaque semaine, chaque mardi en deuxième partie de programme, ça vous suffit ? Ah, bien sûr, c'est déjà beaucoup. Hein. Non, mais vous avez non, mais je sais ce un que bon vous allez me appétit. dire, mon cher Michel. Non, mais bien sûr que ça me suffit. De quoi avez-vous envie ? Vous avez envie d'autre chose ? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être paraître un peu trop léger, mais j'aurais assez envie de me réamuser en faisant ce métier. Je trouve qu'on commence à s'ennuyer. Ça a pris un côté, on dirait la fin du communisme de travailler dans l'audiovisuel maintenant. C'est un peu emmerdant, quoi. Et donc j'aimerais bien faire des choses et que ça redevienne gai au sens le plus agréable du terme, quoi. Et que la télévision en direct ne meure pas, par exemple, maintenant. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus... Votre émission, d'ailleurs, c'est le cas, mais c'est pas un défaut, elle est enregistrée. Maintenant, on aime un peu la télévision comme le cinéma, bien léché, avec des types pas mal. Bon, les brushing, n'en parlons pas, parce que je me suis fait assez taper dessus à cause de ça. Aujourd'hui, ça va. Mais la télévision qui prend des risques, qui est en direct, qui a des lenteurs, etc., on est en train doucement et sûrement de l'envoyer au cimetière. Et ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que vous êtes inquiet de temps en temps ? Bah, évidemment. Est-ce que vous doutez ? Bah, tout le temps. Tout le temps ? Bah, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on a une grosse mâchoire et qu'on a l'impression de sourire tout le temps qu'on ne se pose pas de temps en temps des questions sur le fondement de tout ça et sur la raison pour laquelle... Moi, il y a des jours où j'ai envie de tout arrêter. Hein. Je dis ça parce que je veux dire un mot aussi pour Patrick. Je trouve que, puisque vous seriez bien le premier à ne pas me poser la question de savoir si je veux faire le journal à sa place, la réponse est non. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de désespérant dans la manière dont on l'attaque lui, quoi. Je ne voulais pas vous poser la question sur le 20h avec Patrick Poivre-d'Arvor, je voulais simplement vous demander si de temps en temps vous n'avez pas la nostalgie du journalisme de base. Ah ouais, ça c'est évident. Mais là, je vais vous dire une chose, moi je sais que par exemple par rapport à la Une, je ne suis pas un enfant de la famille, je suis pour l'instant une pièce rapportée qui essaie de faire... Vous ne sentez pas vraiment chez vous alors ?
Mais ce n'est pas du tout ça, c'est que je suis historiquement, j'y suis depuis 4 mois. C'est exactement comme si j'allais à Canal ou à Antenne 2. Il faut que je montre à mes petits camarades que je peux faire quelque chose sans aller dans tous les sens, en essayant de faire tout et n'importe quoi. C'est tout. Alors demain, il y a le démarrage d'Eurosport. Vous pouvez rester avec nous parce que je pense que ça vous intéresse. Ah oui, ça. Eurosport est le résultat d'une union entre TV Sport et Eurosport. Le tout va s'appeler Eurosport et donc union aussi entre TF1 et Canal+. Alors la semaine prochaine, nous intéresserons au programme qui commence demain avec Jean-Claude Dacier et Charles Bietri, qui sont les deux patrons de cette chaîne. Et avec Bernard Briançon, on va voir d'abord la fiche technique et économique de cette nouvelle chaîne sportive. Au point de départ de cet accord Eurosport-TV Sport, il y a un constat. 2 chaînes sportives concurrentes se neutralisent. C'est pour cette raison que TF1 et Canal+, actionnaires majoritaires de ces chaînes, décident de se rapprocher pour créer un seul réseau de diffusion, Eurosport. On avait 2 bonnes chaînes, maintenant on va faire une chaîne très haut de gamme. Donc quand on fait notre métier, quand on fait de la télévision, quand on travaille pour des téléspectateurs, l'important c'est de donner le plus beau produit. Être en compétition sur les chaînes thématiques ne facilite pas la qualité des rapports sur les chaînes nationales, Canal+, TF1. Autrement dit, on enterre la hache de guerre sur le délicat terrain du sport. Canal+ et TF1 détiendront dorénavant chacune près de 33% du capital, le reste étant réparti entre une filiale de la chaîne américaine ABC et la Générale d'Images, filiale de la Compagnie Générale des Eaux. Budget annoncé 300 millions de francs, une centaine de journalistes pour une diffusion en 4 langues, anglais, allemand, hollandais et français. Cette chaîne sera reçue par 40 millions de foyers. Particularité, la France aura droit à environ 700 heures de programmes sportifs nationaux, pendant que les autres pays européens conserveront le programme international d'Eurosport. Canal s'occupera plus spécifiquement de cette variante française, TF1 gérant pour sa part la version européenne. Si vous recevez Eurosport en Allemagne, il n'y a rien de changé. Si vous recevez Eurosport en France, ce sera les mêmes images avec des décrochages qui correspondront à des attentes plus spécifiques du public français. Vous verrez que le programme qui va être diffusé est d'une richesse extraordinaire. On en est maintenant actuellement à se dire comment on va arriver à tout mettre. Le nouveau programme démarre demain. Le réseau laissé vacant sera occupé dès le printemps par une chaîne de Série Club, dont la responsabilité reviendra à M6. Guillaume Durand, est-ce que vous vous sentez plus animateur que journaliste ou plus journaliste qu'animateur? Journaliste. Oui. Et dans les émissions de c'est normal, j'allais pas dire que je suis né comme ça, mais je suis né professionnellement comme ça. Même, je pense à vous, à Gildas, qui avait suivi, où on a tous suivi des parcours un peu similaires, le journal et d'autres émissions, on se sent quand même fondamentalement journaliste, même si on fait autre chose. Votre maison mère, c'est le journalisme. Exactement. Mais est-ce que vous pensez que vos goûts personnels, votre personnalité sont faits pour toucher 50% des Français? Ben ça, c'est un vrai problème, parce que moi, je suis plutôt né dans une culture non pas marginale, parce que la 5, c'était pas marginal, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me la pose, la question. Merci Guillaume, salut, à la semaine prochaine.